transportée par les victoires de l'armée du Nord, de Valenciennes à Hondschoote, et soucieuse de défanatiser une société en but aux résistances ecclésiastiques, la Convention souhaite inaugurer en 1793 un nouveau temps républicain, laïcisé et régénérateur, dans lequel se fondera et grandira l'Homo Novus. Ne désignait-on pas déjà 1789 comme l'an premier de la liberté, 1792, à partir de la chute de la monarchie, comme l'an 4 de la liberté et le premier de l'égalité? Les conventionnels désirent que le futur calendrier, qui marquera donc l'avènement de la République, soit enfant de la raison, comme le nouveau système des poids et mesures adopté en août 1793. Seul Bentabol met en garde contre un bouleversement du temps qui, selon lui, n'a d'exemple que dans la théocratie de Mahomet et qui risque d'éloigner le peuple français de ses voisins au lieu de favoriser la fraternité universelle. Une commission de 4 hommes, membres du comité d'instruction publique, est nommée le 27 septembre 1793 pour imaginer un calendrier révolutionnaire. Elle est composée du peintre Jacques-Louis David, artiste officiel de la Révolution et de ses fêtes, du dramaturge Marie-Joseph Chénier, héros du théâtre patriotique, du poète et chansonnier Fabre d'Églantine, célèbre pour Il pleut bergère, et du précepteur et grand réformateur scolaire Gilbert Rome. Une semaine plus tôt, ce dernier a lu à la Convention un long rapport sur l'ère de la République, sur lequel il travaille depuis décembre 1792. Au prix de savants développements historiques et astronomiques, inspirés notamment des travaux de Charles-François Dupuy et de Lalande, il y a affirmé l'obsolescence du calendrier grégorien, qui a servi à fixer dans la durée, dit-il, les progrès du fanatisme, l'avilissement des nations, le triomphe scandaleux de l'orgueil, du vice et de la sottise, les persécutions et les dégoûts qu'essuyèrent la vertu, le talent et la philosophie. Au contraire, la Révolution a retrempé l'âme des Français et ouvre un nouveau livre à l'histoire que Rome, qui pose les prémices du nouveau calendrier, imagine frapper du sceau des valeurs nouvelles. Dès le 3 octobre, par la voix de Fabre, la commission remet son rapport, constatant d'emblée « Nous ne pouvions plus compter les années où les rois nous opprimaient comme le temps où nous avions vécu. Les préjugés du trône et de l'Église, les mensonges de l'un et de l'autre, souillaient chaque page du calendrier dont nous nous servions. » À Fabre, pourfendeur des abus et des erreurs de la religion, revient l'idée de consacrer le système agricole et y ramener la nation en remplaçant les objets de culte, les noms des saints, par des objets de culture. Cette idée assoit un peu plus les théories physiocratiques sur la place première du travail de la terre dans l'économie nationale et s'inspire de Rousseau pour magnifier les enseignements et les bienfaits de la nature. À Rome, féru de sciences et de mathématiques, l'on doit les 3 décades mensuelles et la numérotation des 10 jours qui les composent, de primidi jusqu'à décadi, pour remplacer les semaines et s'inscrire dans le système décimal. En vertu de l'égalité, les 12 mois feront désormais chacun 30 jours et les 5 jours complémentaires restants de l'année normale seront offerts en hommage aux militants. Ils deviennent donc les sans-culottides, occasion de célébrer la vertu, le génie, le travail, l'opinion, les récompenses. Le 6e jour des années bissextiles est, lui, dédié à la Révolution. Cette hiérarchie des valeurs a été ardemment débattue. Robespierre s'est insurgé sur le fait que dans une première proposition, le génie soit célébré avant la vertu, remarquant, avant d'obtenir gain de cause sous les applaudissements, que César fut un homme de génie, Caton fut un homme vertueux, et certes, le héros d'Utique vaut mieux que le boucher de Pharsale. La Convention doit de fait statuer le 5 octobre 1793 sur 7 projets de dénomination, résumés par Rome en un tableau. Il s'agit de présenter aux contemporains des allégories instructives et faciles à mémoriser, alors même que les références érudites des fêtes révolutionnaires, empruntées à l'Antiquité ou à la franc-maçonnerie, s'adressent plus sûrement aux seuls anciens élèves des collèges. Une première proposition, défendue par Duhem, serait de simplement numéroter les mois et les jours pour éviter toute dérive superstitieuse. Mais la pratique s'avère peu aisée. Qui écrira ad libitum le premier jour du 3e mois de l'an 2. Une seconde proposition, valorisée par Rome, est d'attribuer au mois des valeurs ou des événements politiques. Unité, fraternité, liberté,
égalité, justice, régénération, peuple, réunion, Bastille, jeu de paume, montagne, et d'attribuer au jour des symboles maçonniques et révolutionnaires, compas, faisceau, niveau, chaîne, bonnet, pique, cocarde, etc. Un troisième projet insérerait bien dans l'appellation des jours des vertus familiales, époux, mère, enfant, adoption, etc. Le député Albitte s'en moque. Tous les jours sont les jours des époux. La quatrième idée, finalement retenue, parie sur la nature. Fabre, poétiquement, propose que les mois soient appelés de l'automne, des semailles, des nuits, de l'hiver, des frimas, des vents, du printemps, des fleurs, des jours, de l'été, des moissons, des fruits. L'ensemble va être latinisé, théâtralisé, peut-être sous l'influence de Chénier et de David, rapproché des réalités du climat et des productions, caractérisé par des sonorités qui signeront l'appartenance des mois à des saisons. Ainsi, se succéderont à l'automne les sons graves de vendémiaire, temps des vendanges, brumaire, temps des brumes, frimaire, temps des frimas. Pour l'hiver, des sons lourds et une mesure longue accompagnant neige, pluie et vent, nivose, pluviose, ventose. Pour le printemps, des sons gais et une mesure brève rappelant la germination, la floraison, les prairies, germinale, floréale, prairiale. Pour l'été enfin, un son éclatant et une mesure large, messidor pour les moissons, thermidor pour les fortes chaleurs, fructidor pour les fruits. À chaque jour est affecté le nom des grains, des pâturages, des arbres, des racines, des fleurs, des fruits, des plantes. À chaque quintidie, un animal domestique. À chaque décadie, un instrument aratoire. Safran, pané, potiron, réséda, belle de nuit, pressoir, navet, bœuf. Grillon, ver à soie, olive, serpette, ciguë, etc. grossissent donc le répertoire des prénoms possibles. Les concepteurs insistent sur la force des images, vecteurs de compréhension et de mémorisation, et d'un prosélytisme populaire. Elles doivent permettre d'atteindre l'amour de la nature et de participer de l'économie rurale sans intercesseur, ni prêtre, ni saint, comme avant Jean pour les moissons, Marc pour la vigne. Les accortes divinités féminines, muettes, languides et rebondies, que l'imagerie sollicite pour incarner les mois, comme elles figurent les divinités des fêtes civiques, sont évidemment conçues comme les nouvelles intermédiaires érotisées des conversions attendues. Il est entendu rétrospectivement que la première année républicaine a symboliquement commencé à l'équinoxe d'automne, selon l'Observatoire de Paris. Donc, le 22 septembre 1792, premier vendémiaire du nouveau calendrier, jour de proclamation de la Première République. Dès le 15 Brumaire en 2, 5 novembre 1793, un mois après leur adoption, le temps de leur impression, les nouvelles dispositions calendaires sont envoyées au département. L'ère vulgaire est abolie pour tous les usages civils. Et il est demandé aux enseignants et aux parents d'expliquer au plus vite le nouveau calendrier aux enfants. Cependant, les aléas politiques de la République se traduisent par des modifications à la marge de la nouvelle scansion des jours. En août 1795, la République thermidorienne, qui a eu maille à partir avec le mouvement populaire dont elle cherche à se défaire, supprime le terme de sansculottide pour ne plus parler que de jours complémentaires. Et elle revoit l'intitulé des fêtes. L'opposition royaliste ne cesse de vitupérer contre le calendrier. Il n'est pourtant pas le puissant moyen d'acculturation désiré. Il bouleverse bien des habitudes, bafouant le temps sacré et diminuant les jours fériés, mais les résistances n'en sont que plus nombreuses. Correspondances privées, parfois officielles, usent des deux dates, celle du calendrier républicain étant doublée par celle de l'ère ancienne. Bien des métiers et les campagnes continuent de chômer les anciens dimanches, malgré les récriminations officielles du directoire. Et ce d'autant plus volontiers que les fêtes décadaires ne convainquent pas et n'empêchent en rien la reviviscence des fêtes patronales et baladoires. Seule une petite minorité militante et les hospices accueillant des enfants abandonnés empruntent des prénoms au nouveau calendrier. Pommes, tomates, arrosoirs, etc. Ils sont souvent doublés de plus communs ou de plus historiques. Caton, Brutus, Gracchus, Aristide, Marat, etc. C'est eux qui prévaudront lorsque l'Empire reviendra, le 1er janvier 1806, au seul calendrier grégorien, adapté bien vite au sein du jour, Napoléon.